Un applaudissement pour Sylvain, s'il vous plaît. Have no place to go. Have no place to go. Bonsoir à tous. Bienvenue. Lorsque nous vous avons proposé de venir, Sylvain, on vous a dit, tiens, parlez-nous un petit peu de votre parcours, de votre histoire, et vous nous avez répondu, il y a peut-être plus intéressant, peut-être qu'en fait, ce que je fais en ce moment va être plus intéressant. C'est en gros ça l'idée. Hein. Effectivement, quand le CV m'a appelé, c'était à la fin de l'été dernier. Ils m'ont proposé de partager avec vous tous mon parcours, tout ce que j'ai pu faire. Ah, tiens, je vais prendre ça au passage. Oui, la télécommande. Mon parcours, tout ce que j'ai pu faire, mon travail dans diverses agences de communication, différentes créations de marques que j'ai pu faire dans divers secteurs. Peut-être que vous allez en reconnaître certaines d'entre elles, mais le plus important, c'est qu'au moment où le CV m'a appelé, j'étais en train de réfléchir à un nouveau processus design et une nouvelle manière d'aborder l'image de marque. Effectivement, aujourd'hui, on parle beaucoup de transformation et surtout de transformation digitale au sein de l'entreprise. Ça fait des années que c'est présent dans les agences de branding et plus largement dans les agences de communication. Mais l'innovation que je m'apprête à partager avec vous n'a rien de digital, elle est simplement environnementale. Alors pour revenir sur la transformation digitale, effectivement, c'est un sujet qui est abordé quand on parle d'innovation, de design et de futur. On pense l'UI, l'UX, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, l'architecture intérieure ou les robots. Et si la transformation digitale a largement été abordée dans les agences de communication, celle de la transformation environnementale n'est que très rarement, voire jamais exprimée. Alors, j'ai voulu me poser la question de la transformation environnementale dans les agences de communication et plus précisément au sein de ce que je fais, l'image de marque, le branding. Et au-delà de simplement me poser la question, essayer de répondre, de trouver une solution à tout ça. Parce que la transformation environnementale, en fait, elle est présente un peu partout aujourd'hui, dans tous les secteurs. On le voit dans l'énergie, la mobilité, l'alimentaire, le textile. Mais s'il y a un secteur auquel la transformation environnementale n'est pas présente, c'est bien le nôtre, celui de la communication visuelle. Alors, il y a des initiatives qui existent, ce sont plutôt des cas isolés, des campagnes qui vont parler de ça, ou alors on se dit que la transformation environnementale au sein de la communication visuelle s'arrête simplement au fait d'imprimer sur du papier recyclé. Mais quand on pense à l'image de marque, à ce qu'est réellement une marque, alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé, beaucoup écrit sur ce qu'est une marque, mais fondamentalement parlant, une marque, c'est quoi ? Une marque, c'est du papier, c'est de l'encre utilisée, c'est de l'espace serveur, c'est de l'énergie, c'est autant de consommables qui utilisent les ressources de notre planète, parce que la réalité est qu'une marque doit consommer pour pouvoir exister. Et en fait, quand on prend conscience de ça, on se dit que nous, dans notre travail de designer, finalement, quand on va dessiner un logo, en fait, on ne dessine pas un logo, on dessine des milliers, des millions, voire même des milliards de logos. Ça dépend pour quelle marque on travaille. Et par exemple, si on prend ce logotype-là, imprimé sur un simple gobelet, ça utilise peu de matière, ça a un très faible impact économique parce que ça utilise peu d'encre et ça a un très faible coût économique. Mais en fait, multiplié par le déploiement et la diffusion de ce gobelet-là, tout de suite, on arrive à un impact assez conséquent. Alors, je me suis dit qu'on pouvait amener de l'éco-conception à l'image de marque et que tout en gardant l'ADN, ce que fait la reconnaissance d'une marque, on pouvait faire en sorte de repenser tous les ingrédients visuels comme un logotype pour limiter son impact environnemental et par la même occasion permettre à la marque de faire d'énormes économies d'échelle. Un autre exemple, c'est par exemple sur ce packaging d'iPhone, de smartphone, simplement en redessinant un petit peu le logo, en retirant un peu de matière, à peu près 30%, on pourrait permettre à la marque d'économiser près d'1 million de dollars juste sur ces produits-là. Et les ressources économisées, la limitation de l'encre utilisée est tout aussi conséquent. Et ça, c'est juste appliqué sur un produit. Si ce processus-là était appliqué sur tous les autres packaging de la marque, sur la communication externe, sur la communication interne, etc., l'ampleur serait assez importante. Alors, j'ai voulu essayer de normer un peu ce processus-là. Et je me suis dit qu'on pouvait travailler autour de 3 grands piliers. Le premier pilier, c'est un des piliers les plus importants dans le branding, c'est celui de la performance visuelle. C'est ce qui va permettre à la marque de préserver et de garder sa reconnaissance. Le deuxième pilier serait celui de la performance écologique. C'est celui qui va limiter son empreinte environnementale. Et enfin, le troisième pilier, c'est la performance économique qui va limiter les coûts de production et les coûts de diffusion de la marque. Et en fait, tous ces piliers ensemble
vont créer peut-être une nouvelle approche plus éco-friendly de l'image de marque qu'on pourrait baptiser l'éco-friendly. Alors, l'éco-branding marche à la fois sur le print et sur le digital. On l'a vu, ça peut s'appliquer sur un logo en limitant sa surface d'impression. On peut penser aussi aux typographies, le choix des typographies utilisées pour limiter l'interlettrage et faire des réductions de papier d'encre. En même temps, sur les couleurs, en réduisant son taux d'ancrage, ou sur l'imagerie, en essayant de trouver une imagerie qui a un poids de fichier plus léger sur numérique et faire des économies d'encre. Et en fait, tout ça à répéter sur chaque application de la marque, sur chaque déploiement de la marque, vont permettre de faire des économies d'échelle sur toute la performance économique et sur la performance écologique aussi. Alors, l'éco-branding, ce n'est pas forcément quelque chose d'automatisé. Ça reste un processus design. Et la réflexion derrière est celle d'un être humain, celle d'un designer, qui doit faire l'équilibre entre la reconnaissance de la marque et ce qu'on va pouvoir retirer de la marque pour pouvoir limiter son impact écologique. Et en fait, on peut aussi essayer de trouver de nouvelles interactions, raconter une nouvelle histoire dans ce logotype-là. Alors ça, ce sont que des essais, ce sont que des illustrations pour mettre en exemple, en exergue ce que pourrait être ce nouveau concept-là. Et en fait, après avoir prototypé ce concept-là, j'ai voulu le partager à toute la communauté créative. Donc, simplement, j'en ai fait un site internet que j'ai diffusé rapidement. Il y a cela quelques semaines, et c'est très rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux. Il y a eu plus de quelques centaines de milliers de partages en quelques jours. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que les personnes qui partageaient ça ne sont pas forcément des designers, ce sont aussi les consommateurs eux-mêmes, comme si c'était finalement ce qu'ils attendaient de la manière dont une marque doit communiquer auprès d'eux aujourd'hui. Et puis après, toute la presse spécialisée s'est emparée du sujet aussi, ce qui a permis de accentuer et démultiplier tout le message de l'éco-branding. En fait, ce qu'on est en train d'observer, c'est qu'au-delà de l'idée qui se propage, il y a peut-être un nouveau marché qui est en train de se créer, une nouvelle approche de l'image de marque qui est en train de s'émanciper. Et Adobe aussi s'est approprié le sujet. Adobe a voulu partager ce sujet-là auprès de toute la communauté créative et a lancé le débat, a lancé les discussions autour de ça. Parce que l'éco-branding, c'est encore très récent et qu'il y a encore plein de problèmes à résoudre. Qu'est-ce que ça veut dire sur le digital ? Encore plein de questions auxquelles on n'a pas forcément trouvé des solutions. Et donc, en fait, tout le monde est amené à participer à ça. C'est quelque chose qui est open source. Et on le voit aujourd'hui, il y a déjà des agences qui proposent déjà leur première offre de design. Des grands groupes de communication aussi ont marqué leur intérêt par rapport à ça. Donc, en fait, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer autour de ça. Alors, c'est quelque chose qui est très récent. Effectivement, quand l'ECV m'en a parlé, je ne pouvais pas savoir que ça allait s'émanciper aussi rapidement. Donc, déjà, il y a un réel intérêt autour de ça. Et puis, finalement, pour conclure, j'avais pensé que l'éco-branding pourrait changer la manière dont on va appréhender la conception et la création d'images de marque dans le futur. Et que peut-être, nous, en tant que designers, chacun dans son métier, on pourra contribuer à rendre ce monde un peu plus durable. Et que finalement, tout ce qu'on fait a un impact. Et en prenant conscience de ça, on peut être tous acteurs de la transformation de ce qui se passe de notre monde et essayer de faire en sorte de rendre ce monde un peu plus durable. Merci à vous. Merci. Merci Sylvain. J'ai une ou deux petites questions avant de vous laisser partir. Déjà, comment est-ce que ça vous est venu, cette notion, cette idée d'éco-branding ? J'ai déjà la réponse, je la connais parce que je l'ai eu au téléphone. C'est avec des cartes de naissance, c'est ça Effectivement, en fait, moi, dans mon métier, je suis toujours derrière un ordinateur et je ne prends pas forcément conscience de ce qui va se passer derrière. En fait, tout ce qui est coût d'impression, taux d'ancrage, etc., je ne m'en suis jamais préoccupé. Et en fait, à la naissance de ma première fille, j'ai fait un carton de naissance, un faire-part de naissance. Et donc, il y avait plein de couleurs, il y avait plein de choses. Plein de couleurs, c'était très, très coloré. Et donc, en soumettant à l'imprimeur, je voulais faire de la sérigraphie, donc en fait, c'est par couche de couleurs. Et donc, j'ai eu le retour de facture. Et j'ai trouvé ça excessivement cher. Donc, du coup, je me suis dit, bah, tiens, je vais retirer de la couleur. Pas bête. Et donc, du coup, en fait, en retirant de la couleur, non seulement donc, je faisais des économies, mais surtout, je me suis aperçu que finalement, l'encre est une matière qui consomme beaucoup d'eau. Et donc, on pouvait aussi être plus écologique. Et donc, du coup, j'ai fait un transfert sur mon métier. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire autour de tout ça.
Donc ça part de l'encre et puis ça se développe évidemment. Donc là, on peut parler de tendance quand on parle d'éco-branding, parce que c'est un phénomène qui est très nouveau, hein, c'est quelques mois à peine. Hein. Ouais, même pas quelques semaines, ça s'est lancé il y a à peine un mois. Et effectivement, c'est devenu... Alors, peut-être une tendance, je ne sais pas, c'est peut-être encore trop tôt pour le dire, mais en tout cas, il y a beaucoup d'intérêt autour de ça. Les gens me posent des questions, il y a des mails qui sont échangés, des marques aussi ont manifesté leur intérêt là-dessus, HP en a parlé. Voilà, c'est quelque chose qui est en train de s'émanciper. Et en fait, tout le monde peut être acteur de ça. Donc c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont présentes dans la salle ce soir peuvent être concernées par cette notion d'éco-branding. En fait, c'est que le début de l'éco-branding. Il y a encore plein de choses à imaginer et à repenser. Et l'éco-branding, en fait, ça peut être qu'une pierre angulaire de quelque chose qui peut être beaucoup plus grand. La conscience qu'on peut faire par rapport à l'image de marque, il y a plein de choses à inventer. Et si j'ai voulu partager tout ça avec vous, c'est pour vous dire que tout simplement, en fait, un sale designer derrière son ordinateur peut influencer toute une communauté créative pour le bien de l'homme et le bien de la planète. Et ça, quand on prend conscience de ça, c'est assez énorme. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on applaudisse Merci Sylvain Boyer pour cette réflexion, cette action. Merci.